commencer. Vous êtes 26 connectés. Ok, je vais juste envoyer sur WhatsApp un rappel pour être sûr que ceux qui peuvent se connecter n'ont pas oublié. Voilà. Oh, 1 heure, Sophie. J'ai pas plus qu'1 heure entre. Voilà, je peux pas rester plus qu'1 heure à chaque fois. C'est pas très long pour vous, mais c'est compliqué. On a plein de choses à gérer et d'un point de vue professionnel et aussi d'un point de vue personnel, quoi. Donc, par contre, quand vous avez des questions, utilisez WhatsApp, c'est le plus simple pour moi, d'autant qu'il y a quand même pas mal de saturation maintenant de connexion. En tout cas, où j'habite, c'est pas évident. Là, ça fonctionne, donc tant mieux. Donc voilà. Donc là, on fait 1 heure sur le TP que vous avez peut-être lu, préparé. Si vous ne l'avez pas lu, pas préparé, vous allez pouvoir suivre quand même. Et après, la prochaine fois qu'on se voit, eh bien, c'est lundi prochain. Je reprends comme d'habitude, enfin comme d'habitude non, mais je vous proposerai 10 heures, c'est pas mal comme créneau, ou 9 heures. Je vais voir avec au sein de la famille ce qui est jouable. Voilà. Alors, je vais commencer. J'ai 27 personnes en ligne. On va commencer. Donc, vous aviez à préparer le TP3 et là, je pars en document de support. La maman, elle travaille. Merci. Alors, excusez-moi. Donc, la transmission synaptique. Donc, ça, c'est une correction de TP. Et l'idée ici, c'est de comprendre la propagation du message nerveux au sein d'une synapse. Donc, on a vu lundi que le message nerveux, il était encodé en potentiel d'action le long d'une fibre nerveuse, que ce soit axone ou dendrite. Et on va regarder là aujourd'hui ce qui se passe en termes de communication, de transmission du message au niveau d'une synapse. Donc, sur la photo en haut à droite qui est prise avec un microscope électronique en transmission, donc un zoom important, vous avez ici fois 100 000. Vous avez la structure, l'ultrastructure d'une synapse neuronique entre deux neurones et on va essayer de préciser cette structure. Alors là, déjà, de prime abord, quand vous regardez cette photo, même si c'est tout petit en haut à droite, vous constatez une certaine hétérogénéité entre les deux parties. En haut, ici, vous devez observer des petits cercles. Ces petits cercles sont des vésicules. Ces vésicules contiennent des substances, ce sont des neuromédiateurs ou neurotransmetteurs, tels que l'acétylcholine. Qu'est-ce que vous observez? Dans la partie du bas, il n'y a pas ces vésicules. Il y a entre les deux parties un espace, on appelle ça l'espace intersynaptique ou fente intersynaptique, et on constate qu'il y a une certaine, c'est noir, on parle de structure dense aux électrons, sous-entendu, il y a probablement une concentration forte en éléments, en fait, ce sont des protéines. Ici, de ce côté-là, on va zoomer plus tard, il y a effectivement des protéines, des récepteurs aux neuromédiateurs qui ont été libérés par ces vésicules-là. De sorte que, je vais le reprendre après, hein, mais cette partie, on va l'appeler l'extrémité présynaptique. C'est par là qu'arrive le message nerveux. Et cette partie-là, ce sera l'extrémité postsynaptique. Tout ça, on va le démontrer avec les diapositives qui suivent. Donc, là, c'est donc la photo que j'avais prise pour illustrer le, le sujet sur la communication au niveau d'une synapse. Il est tiré de votre manuel, page 360. Et donc, vous repérez cette structure ici avec des vésicules qui finalement me permet d'identifier l'extrémité présynaptique et cette structure sans vésicule, l'extrémité postsynaptique, mais avec une certaine zone dense aux électrons, possiblement riche en récepteurs, on va le démontrer. Donc, si je lis le texte explicatif, on vous écrit le plus souvent 2 neurones successifs, donc on est bien dans une synapse neuronique entre 2 neurones, ne sont pas directement en contact, mais séparés par un espace d'environ 20 nanomètres. Donc, si on fait le calcul, puisque vous avez le grossissement ici, vous pouvez vous amuser à mesurer cet espace, cette fente intersynaptique, elle fait entre 10 et 40 nanomètres. Donc là, le livre vous indique 20 nanomètres.
C'est ce qu'on appelle l'espace ou fente intersynaptique. Cette fente synaptique constitue donc une rupture dans la continuité de la propagation électrique. Effectivement, on avait vu qu'ici, on a propagation d'un message nerveux de nature électrique sous forme de potentiel d'action avec des flux ioniques, hein, des canaux voltage dépendants, Na+ en premier, K+ en second, et donc cette forme-là, dépolarisation, hyperpolarisation, pardon, dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation. Bon, bah là, c'est plus possible d'avoir à cet endroit-là un message nerveux électrique puisque 20 nanomètres ou 40 nanomètres, c'est un espace qui ne vous permet plus de finalement permettre la conduction d'un message électrique. Donc nécessairement ici, on va avoir conduction d'un message chimique. Dans les circuits neuroniques, les messages nerveux circulent à sens unique, on l'avait vu. L'élément situé dans la partie supérieure, donc c'est cette partie-là, visible avec des structures vésiculaires, là, c'est forcément l'extrémité présynaptique. Tandis que le second neurone, ici, est qualifié de postsynaptique. Donc, le bilan, la connexion entre deux neurones via leurs fibres nerveuses, axones ou dendrites, montre un espace de 20 nanomètres, la fente intersynaptique. Le message nerveux électrique est donc rompu. On ne parle plus d'un message nerveux électrique, mais d'un message nerveux chimique. Il y a un relais au niveau des vésicules. Donc, relais doit être effectué au niveau de la synapse qui n'est pas de nature électrique. L'asymétrie de part et d'autre, vous constatez que la partie présynaptique présente des vésicules, la partie postsynaptique n'en a pas. Ensuite, toujours un zoom sur une synapse. Cette fois-ci, c'est une synapse neuromusculaire. Je vais essayer de vous le démontrer. Alors, ici, je constate les vésicules. Donc, je suis nécessairement dans la partie présynaptique. Ces vésicules, on va le voir ensuite, contiennent les neuromédiateurs ou les neurotransmetteurs. On est bien dans de la chimie, des molécules. Ici, je constate bien l'espace intersynaptique de 20 à 40 présynaptique, c'est un axone du coup. Alors, eh bien, ça, c'est une très bonne question. Donc, on réfléchit 2 minutes. Présynaptique, ça veut dire que je suis partie du corps cellulaire. Mon message nerveux, il est nécessairement centrifuge. Donc, présynaptique, effectivement, c'est une extrémité nécessairement d'un axone. Et l'autre, en face, ici, si c'est une synapse neuroneuronique, vous avez raison. Là, je suis forcément au niveau d'une extrémité dendritique. Par contre, dans le cas ici, là, je suis donc un axone. Et là, cette fois-ci, si vous observez l'ultrastructure de la partie post-synaptique, elle ne ressemble pas vraiment à celle qu'on a vue précédemment. Alors, c'est pas la même, on a grossi davantage, hein. Oh, quoique non, on est à 100 000 aussi. Alors, qu'est-ce que vous observez? Vous observez déjà au niveau de la partie post-synaptique des invaginations. Alors, quand vous observez cette forme-là, vous pouvez supposer d'un point de vue structural, adaptation, structure, fonction, hop, grande surface d'échange. Autrement dit, je suis bien du côté où je reçois une information. En augmentant cette surface d'échange, je vais augmenter la capacité à recevoir l'info. Ensuite, vous voyez des petits traits noirs, là, comme des artefacts au moment de la photographie. Ce n'est pas du tout une erreur de montage, c'est bien qu'il y ait une densité en certaines molécules. Effectivement, du côté de la partie post-synaptique, j'ai plein de récepteurs, on va voir lequel. Et puis ici, alors ça, c'est plus les élèves de spé qui sont censés le reconnaître cet organite-là avec des crêtes à l'intérieur. Cet organite-là, c'est le même. Puis là, il y en a un petit bout ici. Ça, ce sont des mitochondries. Alors là, on n'est plus sur une extrémité neuronique, mais on est au niveau d'un muscle, dans le réflexe myotatique. On dit que c'est un circuit monosynaptique parce que vous avez vu une seule synapse neuroneuronique vert et bleu sur le schéma que vous avez dû recopier. Mais en fait, il y a aussi une autre synapse, une synapse neuromusculaire. Juste à la fin, quand votre motoneurone envoie un message qui induit la contraction du muscle. Donc ça, c'est un muscle. Et je le prouve aussi grâce au myofibril ici, actine-myosine pour les SP. Donc là, je suis en face d'une cellule musculaire. Donc là, c'est une synapse neuromusculaire. Vous devez vous rappeler du premier TP ou du deuxième, je ne sais plus, sur la deuxième jonction neuromusculaire. Donc là, ça y est, on est à la fin du réflexe myotatique entre la synapse du motoneurone qui induit dans un second temps la contraction de la cellule musculaire. Donc là, c'est un petit schéma qui vous explique les vésicules ici, la cellule musculaire. Un zoom de la synapse de part et d'autre de la fente intersynaptique confirme l'asymétrie. J'ai bien les vésicules chez le présynaptique, le bouton présynaptique.
Et le sens de propagation, la propagation, elle va forcément, je ne sais pas si j'ai des flèches ici, non, j'ai pas. Elle va forcément ici du haut vers le bas. Ainsi, l'extrémité présynaptique de laquelle arrive le message nerveux électrique présente de nombreuses vésicules contenant certainement des substances qui vont être libérées dans l'espace intersynaptique, et ces substances, on va le voir, ce sont les neuromédiateurs ou neurotransmetteurs comme l'acétylcholine. L'extrémité post-synaptique présente de nombreuses invaginations, donc sans finalisme. Si j'ai plein d'invaginations, en termes de relation structure-fonction, c'est adapté à recevoir beaucoup d'informations. Je passe à la diapo suivante. Une synapse neuromusculaire détaille. Alors, donc, une synapse, c'est l'extrémité soit d'un axone, soit d'une dendrite. Une synapse, c'est une communication entre deux cellules. L'une est nécessairement nerveuse. Donc, il y a deux types de synapses. La synapse neuroneuronique, c'est une communication entre deux neurones. Dans ce cas-là, le bouton présynaptique, c'est l'axone, et le bouton postsynaptique, c'est dendrite. Mais il y a aussi des synapses neuromusculaires. Dans ce cas-là, l'extrémité présynaptique, c'est toujours l'axone, mais l'extrémité post-synaptique, c'est la cellule musculaire. Les plaques motrices se trouvent tout le long du muscle à un endroit précis. Elles sont pas tout le long du muscle. Pour une cellule musculaire, vous avez une plaque motrice. Mais après, votre muscle, il a plusieurs centaines, même des milliers de cellules musculaires. Donc, du coup, vous avez plein de plaques motrices. C'est bon? Donc, les plaques motrices se trouvent tout le long du muscle ou à un endroit précis. J'ai envie de dire tout le long du muscle. Mais par contre, pour une cellule musculaire, vous avez une plaque motrice. C'est pour ça on peut dire, oui, c'est tout le long du muscle. Donc ici, tiré d'un Belin de première S, qu'est-ce que vous constatez? C'est juste pour rappeler les nouveaux mots fente ou espace synaptique ou inter. Moi, je préfère intersynaptique, mais vous pouvez garder synaptique. Là, c'est le neurone moteur présynaptique. Et là, je suis forcément au niveau de la cellule musculaire postsynaptique. Pour info, on peut dire neurone moteur ou motoneurone. Toujours dans votre manuel Bordas, là, c'est une photographie qui a été recolorisée. Instantanés remarquables ci-contre ont été obtenus en congelant brusquement des synapses. La photographie A, ici, a été réalisée sans effectuer de stimulation. La photographie B a été obtenue en une milliseconde, pardonnez-moi, après une stimulation du neurone présynaptique. Les vésicules colorées en rose renferment toutes une même substance, l'acétylcholine. Donc ça y est, ce document-là vous permet de confirmer que dans les vésicules, il y a bien une substance, l'acétylcholine, qui est un neuromédiateur ou neurotransmetteur. Et lorsqu'un message nerveux arrive, lorsqu'une stimulation nerveuse a été enclenchée, eh bien la vésicule va migrer vers la partie, l'extrémité présynaptique. Il va y avoir une fusion membrane à membrane. Vous devez penser d'ailleurs, en fait, cette fusion, elle est permise entre autres, par le même mécanisme que la syncytine. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait vu le virus qui permet de fusionner sa membrane. Alors, ce n'est pas exactement la syncytine, mais c'est une molécule qui lui ressemble. Donc là, hop, on est face à une exocytose. Le mot exocytose n'est pas exigible. Et donc, votre vésicule qui migre vers, hop, elle descend, elle fusionne membrane à membrane et elle libère son contenu. On le prouve ici grâce à ce cliché. L'acétylcholine va se retrouver dans l'espace intersynaptique. Donc, il y a quand même 20 à 40 nanomètres à franchir. Vous comprenez bien qu'on n'est plus dans un signal électrique, mais bien dans un signal chimique avec des grosses molécules qu'est l'acétylcholine. Et donc, nécessairement, elle va venir se fixer sur un récepteur à l'acétylcholine qu'on va voir ensuite. Ces molécules vont être libérées dans la fente intersynaptique. Donc, les neurotransmetteurs permettent un message nerveux chimique. Oui, donc le message nerveux, il est électrique le long des fibres, axone, dendrite. Il est chimique au niveau d'une synapse neuroneuronique ou neuromusculaire. Voilà ce que vous devez retenir. Donc, c'est électrique tout le long des fibres sous forme de potentiel d'action codé en fréquence. Et c'est chimique exclusivement au niveau des synapses, ici, grâce aux vésicules de neurotransmetteurs. En effet, les vésicules stockent les neurotransmetteurs, mais sont capables, après stimulation, de migrer vers la membrane, de fusionner avec celle-ci, libérant leur contenu. Je passe à la diapo suivante. Alors, caractéristiques de la synapse. J'espère que c'est assez grand pour vous.
Alors cette expérience, elle est intéressante et elle vous prouve, si vous aviez encore un doute sur chimique ou pas chimique, le moyen de propagation du message. Donc si je regarde ce schéma-là, mise en évidence d'une transmission chimique du message nerveux, vous avez l'axone moteur, donc du motoneurone. Là, on est à la fin du réflexe myotatique, hein. Nous, on l'a représenté en bleu sur notre schéma. Une électrode implantée dans l'axone, une électrode de stimulation. Donc, on va envoyer un message électrique. Là, on est sûr de nous puisqu'on est bien au niveau de l'axone avec une propagation du message nerveux électrique en potentiel d'action. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Microélectrode d'enregistrement. Donc, cette microélectrode, elle est implantée dans les fibres musculaires. Elle va enregistrer une contraction ou non. Ça, c'est une fibre musculaire isolée. On en voit une. Il a une micropipette contenant de l'acétylcholine. C'est la fameuse molécule contenue dans les vésicules présynaptiques. Expérience 1, stimulation de l'axone du motoneurone. Donc là, hop, on envoie une stimulation électrique. Qu'est-ce qu'on observe? La stimulation, elle a lieu là. Quelques temps après, je dis quelques temps, j'ai aucune indication du temps, bon, ça se chiffre en millisecondes évidemment, j'ai observation, naissance d'un potentiel d'action, donc on est face à une stimulation supraluminaire, hein, liminaire, au-dessus de la valeur seuil, hein, nécessaire au déclenchement d'un potentiel d'action. Et je constate, je suis bien à moins 80 initialement potentiel de repos, moins 80 millivolts, puis hop, dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation, un premier potentiel d'action. J'ai une salve de potentiel d'action. Autrement dit, j'ai la transmission d'un message nerveux électrique, tout va bien. Expérience 2. Euh, En A, dépôt sur la membrane d'une microgoutte d'acétylcholine. Excusez-moi, j'ai oublié de rappeler que cet enregistrement, il est fait ici. Donc ça, c'est intéressant. Je constate, alors c'est un petit peu, bon, cette forme, normalement, elle n'est pas exactement comme ça, mais on va dire que quand j'envoie un message nerveux électrique ici, j'enregistre au niveau tout près, hein, de la plaque motrice, j'enregistre une DDP, une différence de potentiel transmembranaire. On appelle ça un potentiel d'action musculaire et donc qui va permettre la contraction du muscle. Donc en 1, j'ai finalement, c'est mon expérience témoin, je stimule ici, paf, j'ai une contraction musculaire et on enregistre une DDP. Expérience 2. En En A, attends, Sacha, donc les neurotransmetteurs permettent un message nerveux chimique. Oui, c'est ce qu'on va voir. Expérience 2. En A, dépôt sur la membrane d'une microgoutte d'acétylcholine. Donc là, on met pile ici, à l'endroit de la jonction neuromusculaire, une goutte d'acétylcholine. Donc là, c'est le dépôt et on constate la naissance de potentiel d'action au niveau de la fibre musculaire. J'en déduis que si je dépose juste ici une substance chimique, je peux créer ensuite un potentiel d'action musculaire. Je confirme donc qu'au niveau de la synapse neuromusculaire, le message nerveux n'est pas de nature électrique, mais de nature chimique. Expérience 3. En A, dépôt sur la membrane de plusieurs microgouttes. Et là, je constate quoi? Je ne suis pas surprise, j'observe bien une DDP, une différence de potentiel transmembranaire, autrement dit, la propagation d'un message nerveux électrique le long de ma fibre nerveuse, mais je constate que les potentiels d'action ont une plus forte fréquence. Autrement dit, le long de la fibre nerveuse ou le long de la fibre musculaire, l'intensité du message est codée en fréquence de potentiel d'action. Mais au niveau de la synapse neuromusculaire, l'intensité du stimulus est codée en concentration de neurotransmetteurs. Donc, plus je libère de neurotransmetteurs au niveau de la synapse neuromusculaire, hein, au niveau de l'extrémité présynaptique, plus je vais engendrer une réponse importante qui, là, se mesure en fréquence de potentiel d'action. Expérience 4, en A, injection à l'intérieur de la fibre musculaire d'une microgoutte d'acétylcholine. Et bien là, vous constatez, après injection, si j'injecte dans la fibre musculaire de l'acétylcholine, il n'y a aucune contraction. J'en déduis que cette molécule acétylcholine, pour qu'elle ait un effet, nécessairement doit se fixer sur des récepteurs complémentaires de forme spécifique à l'acétylcholine qui doivent forcément être localisés ici, au niveau de la jonction neuromusculaire, plus précisément en face, juste en face de la synapse du bouton de l'extrémité présynaptique. Donc j'en déduis que les récepteurs à l'acétylcholine ne sont pas partout, ne sont pas à l'intérieur de la cellule, mais bien en surface de la fibre musculaire.
Donc et que mettre de l'acétylcholine dans la fibre, c'est pas ça qui engendre une différence de potentiel. L'acétylcholine, c'est une grosse molécule, on est dans de la chimie, elle va se poser sur un récepteur et ensuite on va voir comment ça va induire une DDP transmembranaire, une différence de potentiel. Donc le relais synaptique met donc en jeu une transmission par voie chimique, non électrique. L'acétylcholine est un neurotransmetteur qui induit sur l'extrémité postsynaptique la naissance d'un message nerveux, de nouveau électrique sous forme de potentiel d'action. Le codage de l'information au niveau de la synapse n'est plus en fréquence, mais cette fois-ci en concentration. Ça, c'est la comparaison entre l'expérience 2 et 3 qui vous permet de conclure sur l'importance de la concentration. Ça, c'est tiré de votre manuel. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau? Oui, vous pourriez vous dire, donc là, j'ai bien compris qu'au niveau du neurone présynaptique, j'ai un message nerveux de nature électrique. Je reconnais les potentiels d'action. Ensuite, j'ai bien compris que j'avais des vésicules qui contiennent des neurotransmetteurs qui sont stockés dans des vésicules. À l'arrivée d'une salve de potentiel d'action, la vésicule migre vers l'extrémité présynaptique, libère son contenu, les molécules d'acétylcholine, on va le retenir pour aujourd'hui. Et ces molécules d'acétylcholine, j'ai bien compris qu'elles doivent se poser sur un récepteur de forme complémentaire pour ensuite engendrer de nouveau un potentiel d'action, soit neuronique, soit musculaire. Ici, on est dans le cas de la fibre musculaire. Ce que vous pouvez ensuite faire comme hypothèse, c'est que puisque cette acétylcholine engendre après fixation sur son récepteur de nouveau des PA et que vous savez qu'un potentiel d'action, même si ce n'est pas au programme, c'est une suite de flux d'ions avec en premier l'ouverture des canaux Na+, voltage dépendant, puis K+, voltage dépendant. En fait, ici, votre récepteur à l'acétylcholine, c'est un petit canal, on le voit ici, c'est une vue du dessus. Là, il est en conformation plutôt fermée. Et quand deux molécules d'acétylcholine viennent se poser à sa surface, ça va changer sa conformation, il va s'ouvrir, il va être vers une conformation ouverte et va ainsi laisser passer de manière, il va discriminer les ions et il ne laisse passer que préférentiellement les ions Na+. Donc si d'un seul coup j'ouvre les vannes au Na+, vous vous souvenez, le potentiel d'équilibre de l'ion Na+, il est positif, il est généralement de plus de 58 millivolts. Donc là, on va engendrer de nouveau une dépolarisation puisque j'étais à moins 70 millivolts et je vais tendre vers les 58, enfin je tends plutôt vers 30 millivolts. Donc c'est qu'en fait, ce récepteur, le neurone présynaptique sera toujours celui qui libérera. Oui, donc présynaptique, ça veut dire que j'ai des vésicules, ça veut dire que j'ai les neurotransmetteurs. Et en fait, je ne peux pas être dendrite quand je suis présynaptique parce que dendrite, si vous vous souvenez de la définition, dendrite, c'est une fibre nerveuse qui véhicule un message nerveux centripète, c'est-à-dire qui va vers le corps cellulaire. Donc, je suis forcément dendrite. L'extrémité de la dendrite, elle est forcément post-synaptique et pas présynaptique. Donc, l'axone se termine toujours. Donc, oui, toujours. L'axone se termine toujours par une extrémité présynaptique avec des vésicules contenant les neurotransmetteurs. Oui. Si pour vous, c'est un bon moyen mémotechnique de différencier axone dendrite, oui. Après, normalement, on définit l'axone par rapport au sens du message nerveux, centrifuge, je pars du corps cellulaire et j'ai un axone par corps cellulaire, alors que les dendrites, j'en ai de nombreuses, hein, on peut en avoir 100 000 pour un corps, enfin 1000, j'exagère, 100 pour un corps cellulaire. Donc ici, vous avez l'observation via Rastop, Libmol, Pimol, ce que vous voulez, du récepteur à l'acétylcholine. Son petit nom, c'est récepteur nicotinique à l'acétylcholine parce qu'historiquement, on a travaillé dessus avec une molécule, la nicotine, qui a une forme très proche de l'acétylcholine. On dit que c'est une molécule agoniste. Elle lui ressemble et elle engendre la même réaction quand elle se pose sur ce récepteur. Donc ça va, le récepteur à l'acétylcholine, il est nécessairement dans la partie post-synaptique, que ce soit musculaire ou dendrite. Et il fixe deux acétylcholines. Vous n'êtes pas censé fixer deux molécules, je vous le dis. Et cette fixation engendre un flux d'ions qui, de nouveau, crée des potentiels d'action
Je vous le dis aussi, ce flux d'ions, c'est finalement une entrée d'ions Na+. Je vous rappelle que les Na+ sont dehors, sont dans le milieu extracellulaire. Ils souhaitent donc rentrer dans le milieu intracellulaire et ainsi ils vont déséquilibrer le potentiel transmembranaire. Ils vont aller vers cette membrane, elle va vers le potentiel d'équilibre des ions Na+. C'est momentané évidemment. Ce document qui est tiré d'un manuel de Bordas, mais d'ancienne édition, donc vous ne l'avez pas dans vos livres, il est là pour vous expliquer le recyclage qui a lieu au niveau d'une fin de l'espace intersynaptique, donc des mécanismes d'élimination du neurotransmetteur. Il faut bien vous dire que des messages nerveux, ils viennent en continu, ils arrivent en continu. La chimie qui se passe ici, libérer des neurotransmetteurs, c'est finalement la partie qui ralentit un petit peu la vitesse du message nerveux. Et donc, il faut quand même être capable de recycler rapidement les neuromédiateurs ou neurotransmetteurs pour être apte à envoyer de nouveau un message. Donc ça, c'est une expérience qui permet de comprendre ce qui se passe au niveau de l'extrémité présynaptique, donc à la fin de l'axone. Une expérience permet d'expliquer un premier mécanisme à l'origine de l'élimination des neurotransmetteurs au sein de la fente synaptique. Afin de suivre le fonctionnement d'une synapse, on stimule le neurone présynaptique, donc axone, après avoir injecté dans la fente synaptique une grosse molécule. C'est la peroxydase du réfort, c'est une grosse molécule qu'on voit bien au microscope électronique. Cette molécule est incapable de diffuser seule à travers la membrane. Donc, diffuser seule, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas toute seule à travers la membrane, c'est nécessairement par une endocytose qu'elle va aller à l'intérieur de l'extrémité présynaptique. Elle peut néanmoins servir de traceur de l'activité de la synapse. Donc, on fait une stimulation répétée en 1, endosome organique qui bourgeonne de vésicules synaptiques. Tac. Donc là, vous avez les vésicules synaptiques. On a mis la peroxydase du réfort. Élimination de la peroxydase du réfort par lavage et attente de 5 minutes. Donc on nettoie tout. Et qu'est-ce qu'on se constate une heure après? Qu'on a de la peroxydase dans les vésicules. Or, on avait lâché la peroxydase au niveau de l'espace intersynaptique. On en déduit qu'il existe un mécanisme d'endocytose. Le mot endocytose n'est pas exigible. En gros, vos neurotransmetteurs et neuromédiateurs, une fois qu'ils se sont posés en face ici dans sur les récepteurs de la partie post-synaptique, ils vont très rapidement être de nouveau, c'est un turnover, ils vont être repris en charge ici par endocytose et reconstituer des vésicules pour qu'au prochain potentiel d'action qui arrive, au prochain message nerveux électrique, paf, de nouveau, les vésicules puissent libérer leur contenu. Il y a un recyclage. Alors, il y a cette première façon, le recyclage permet très rapidement à l'acétylcholine d'être stockée. Et c'est un petit peu faux ce que je dis, et vous l'explique ici. Il y a une autre façon aussi de libérer rapidement l'acétylcholine du milieu intersynaptique, c'est de la détruire par une enzyme qui s'appelle l'acétylcholine estérase. Deuxième mécanisme d'élimination, dans certaines synapses, en plus du mécanisme décrit, le neurotransmetteur peut être hydrolysé dans la fente synaptique grâce à l'action d'une enzyme, et son petit nom, c'est l'acétylcholine estérase. Donc c'est une protéine, et comme toute protéine enzymatique, elle finit en ase. Et généralement, le début du mot de l'enzyme, c'est le substrat sur lequel elle travaille. Donc une acétylcholine estérase, elle va prendre en charge l'acétylcholine qui est dans l'espace intersynaptique. Ce document tiré de votre manuel vous explique le principe des myorelaxants. Donc, les caractéristiques de la synapse, c'est des molécules qui peuvent être utilisées aussi, soit des molécules paralysantes ou anesthésiantes. Alors, il y en a une qui était étudiée, entre autres, dans le TP que vous aviez à préparer pour aujourd'hui, que vous avez peut-être déjà entendu, c'est le curare. Donc, le curare, c'est une grosse molécule, elle est représentée ici, qui a une forme complémentaire au récepteur nicotinique à l'acétylcholine, mais elle est beaucoup plus grosse que l'acétylcholine, et donc du coup, elle entre en compétition avec l'acétylcholine pour la fixation au récepteur, et elle va induire une paralysie. Autrement dit, vos muscles ne peuvent plus recevoir de nouvelles informations. Alors évidemment, ça peut être utilisé lorsqu'on fait des anesthésies générales, mais on évite la paralysie totale. Les anesthésistes maîtrisent très très bien les concentrations à utiliser ça peut être considéré comme un poison évidemment, mais pour une anesthésie, les concentrations sont bien dosées et ça permet pendant un certain nombre de temps d'endormir le patient et de relâcher totalement les muscles. Sans parler de ce curare, dans le cas de l'anesthésie, il y a peut-être, vous avez
peut-être déjà consommé, suite à alors des lumbagos ou autres, des myorelaxants. Myo, ça veut dire muscle, relaxant qui relâche le muscle. Et là encore, on vous l'explique ici, c'est un inhibiteur des synapses, en particulier donc le tétrazépam et le myolastan sont des molécules qui entrent en compétition aussi avec l'acétylcholine au niveau de vos muscles, au niveau des plaques motrices pour le récepteur à l'acétylcholine. Et ça permet de détendre le muscle, comme par exemple le lumbago, c'est entre autres une contraction des muscles du dos. Donc pour limiter la douleur qui est due à la contraction continue de vos muscles, on va donner ces molécules qui vont permettre un relâchement. Donc c'est ce que je vous ai écrit ici. Les myorelaxants sont des molécules naturelles ou de synthèse, ça dépend. Le curare, c'est naturel. Ces molécules peuvent ainsi se fixer au récepteur à l'acétylcholine, entrent en compétition, ça c'est important, avec l'acétylcholine pour la fixation au récepteur. Donc il y a une forme complémentaire qu'on va voir maintenant. Leur forme induit un effet inhibiteur sur le récepteur. Aucun ion ne passe et donc le message nerveux n'est pas transmis. Et si j'ai plus le message nerveux, ben, mon muscle ne se contracte plus. Donc je suis en position relâchée de manière permanente. Jonction neuromusculaire, bon là je vous la remets, c'est juste pour vous montrer que là il y a quand même la fente synaptique, vous voyez les grandes invaginations, donc l'idée c'est vraiment au niveau de la partie qui reçoit le message, il y a beaucoup de digitation ici, ce qui permet d'augmenter la surface. Et là, on arrive sur le TP que vous deviez faire pour aujourd'hui. Donc, sur ce TP, je ne sais pas si vous l'avez devant vous, je pourrais passer l'image, mais comme la connexion, elle n'est pas terrible, je préfère garder, je vais vous montrer ce que vous deviez observer. Donc, je vais juste lire le TP. Travail préparatoire après lecture des docs de votre manuel résumé par un schéma, les modalités, ça je vais vous montrer. Et ensuite, il y avait cette question-là sur le curare, l'épibatidine et l'alpha-conotoxine. On vous dit diverses substances sont susceptibles de se fixer sur le récepteur postsynaptique de l'acétylcholine. Certaines de ces substances activent le récepteur comme le fait l'acétylcholine. On dit que ce sont des agonistes. Donc une substance agoniste, c'est une substance qui ressemble à l'acétylcholine et qui va avoir le même effet en se fixant sur le même récepteur que l'acétylcholine. Exemple, la nicotine. D'autres, au contraire, ont un effet inhibiteur, ce sont des antagonistes. Donc un antagoniste, c'est une molécule qui ressemble aussi à l'acétylcholine, mais qui, une fois qu'elle se pose sur le récepteur à l'acétylcholine, va engendrer un effet contraire, inhibé. Elle empêche en fait l'acétylcholine de faire son action. Exemple, le curare, c'est un antagoniste de l'acétylcholine. La mesure de la distance entre deux acides aminés du récepteur de part et d'autre du site de fixation lorsque ce récepteur est en association donne les résultats suivants. Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à aller sur LibMol. Sur le site, je vous ai juste fait des captures d'écran. Sur LibMol, en haut à droite, vous avez un icône qui ressemble à une espèce d'appareil photo. Quand vous cliquez dessus, ça vous permet de conserver votre travail sous forme JPEG, je crois. Donc là, je vous montre juste. Tac. J'espère que je ne me suis pas trompée dans ce que j'ai. Voilà. Donc là, je partage maintenant. Donc je peux pas, en tout cas, je n'ai pas regardé si je pouvais aller sur Internet là via la classe virtuelle. Donc je vous montre juste le travail que j'ai fait rapidement sur LibMol. J'ai ouvert la molécule qui s'appelle complexe entre substance paralysante, l'épibatidine et un récepteur à l'acétylcholine. Et donc là, vous avez ici cette molécule-là, c'est l'épibatidine. Et je n'ai mis en évidence sur tout mon récepteur à l'acétylcholine que deux acides aminés, ceux qu'on m'a proposés, le 190, la cystéine 190 et le tryptophane 147. Ça c'est un rappel pour vous quand on a travaillé sur les anticorps et la partie hyper variable de l'extrémité des chaînes lourdes et légères qui a une forme complémentaire aux déterminants antigéniques. Vous vous souvenez qu'il fallait chercher, sinon on avait vu aussi avec la cyclooxygénase quand on regardait le rôle de l'aspirine par exemple, qui empêche la COX de travailler sur l'acide arachidonique. Je ne sais pas si ça vous rappelle vaguement des souvenirs. Vous aviez à trouver au niveau du site actif le numéro des acides aminés. Ben là c'est un petit peu pareil, on ne parle pas de site actif au niveau du récepteur nicotinique à l'acétylcholine, mais
là, on va regarder la cystéine 190, le tryptophane 147 et c'est eux qui accueillent normalement, ils participent à accueillir l'acétylcholine. L'épibatidine, quand elle se fixe sur le récepteur à l'acétylcholine, j'ai fait quelques mesures. On est autour de 1 nanomètre de distance entre la cystéine et le tryptophane. Or, 1 nanomètre de distance entre ces deux acides aminés, si je regarde les valeurs de référence, les valeurs témoins de mon TP, on me dit que la distance cystéine 190 et tryptophane 147, quand l'acétylcholine se fixe, elle est de 1 nanomètre. Donc finalement, l'épibatidine, eh ben non, l'épibatidine devrait être un agoniste. Pourquoi? Parce qu'elle a la même conformation fermée que l'acétylcholine. En gros, cette molécule-là, visiblement quand elle se fixe, eh bien, elle entraîne la même distance entre la cystéine 190 et le tryptophane 147 que l'acétylcholine. Donc là, j'ai à peu près les mêmes valeurs. J'ai fait 3 mesures quand même. J'ai fait les plus courtes et les plus longues. J'ai à peu près en moyenne la même valeur d'écartement. En gros, ça, c'est mon récepteur à l'acétylcholine. J'amène une molécule, ça, c'est l'épibatidine. Et visiblement, la distance entre la cystéine et le tryptophane 147, c'est à peu près comme si j'avais l'acétylcholine. Ça, c'est l'acétylcholine, quoi. D'accord? Donc, l'acétylcholine et l'épibatidine induisent le même écartement, donc possiblement le même effet. Donc, j'en déduis que l'épibatidine est agoniste. En revanche, si je prends maintenant l'autre, l'alpha-conotoxine, tac, je regarde. Et là, je constate quoi? Donc ici, la cystéine 190, elle est à gauche en rouge, le tryptophane 147 est à droite en jaune. Et en gros, jaune, là, j'ai l'alpha-conotoxine. Et là, bon, déjà, je constate que c'est une grosse molécule, donc supposément, ça va induire un écartement important au sein de mon récepteur à l'acétylcholine. Mais bon, je ne peux pas me limiter à faire une supposition. Je vais mesurer la distance entre la cystéine 190 et le tryptophane 147. En moyenne, je trouve presque, allez, on va dire 1,80 nanomètres. Or, dans ma feuille de référence, dans mon tableau, on me disait que le curare, dont on dit que c'est une substance antagoniste, induit un écartement de 1,71 nanomètres. Autrement dit, ça, c'est mon récepteur à l'acétylcholine. Ça, c'est l'épibatidine. On va dire que voilà, ça crée cet écartement-là. Ça, c'est mon acétylcholine. Et le curare, ce sera un truc comme ça. En gros, ça induit un plus grand écartement entre la cystéine 190 et le tryptophane 147. Donc, j'en déduis que sont-ils à retenir? Non, vous n'avez pas à savoir que 6, ça veut dire cystéine et tryptophane, TRP, ça veut dire tryptophane. Il faut juste que vous compreniez quand on vous demande de repérer 190 et 147, de savoir le faire et de comprendre que ce sont des acides aminés qui ont une place précise. 147, c'est le 147e dans la séquence linéaire des acides aminés qui composent le récepteur à l'acétylcholine. Le récepteur à l'acétylcholine, c'est une protéine et vous devez savoir qu'une protéine, c'est une séquence ordonnée d'acides aminés qui ensuite vont avoir dans l'espace, vont s'organiser pour avoir une forme qui induit une fonction. Ici, le récepteur à l'acétylcholine, sa fonction, c'est d'être capable de fixer l'épibatidine, en l'occurrence l'acétylcholine, et d'y répondre par une ouverture, les flux d'ions Na+, une entrée d'ions Na+. Donc ça, c'était l'exercice de ce TP-là. Il fallait comprendre en comparant les distances d'écartement entre la cystéine 190 et le tryptophane que l'épibatidine est un agoniste et que l'alpha-conotoxine est un antagoniste, autrement dit un inhibiteur de l'acétylcholine. Donc je vais revenir sur le diaporama. Tac. Voilà. On en était ici. Donc là, c'est le récepteur nicotinique à l'acétylcholine. Vous avez l'acétylcholine qui est fixée sur son récepteur. Normalement, c'est 2 acétylcholines. Ça, c'est sur le site NCBI. Souvent, les récepteurs, ils sont avec plusieurs fois. L'acétylcholine, voilà, elle se fixe. Là, par exemple,
ici, les 2 petits atomes qu'ils ont mis en évidence en jaune, bah, c'est le tryptophane 147 et la cystéine 190 parce qu'ils sont vraiment de part et d'autre de la zone de réception de l'acétylcholine et donc ce sont des bons indicateurs. S'ils s'écartent trop, c'est que la molécule qu'ils viennent de recevoir n'est pas un agoniste, mais un antagoniste. C'est une substance antagoniste qui empêche l'acétylcholine de fonctionner. Ça, je passe. Voilà. Hem voilà, l'épibatidine, pour info, c'est une substance naturelle. On la retrouve sur la peau de certaines grenouilles, d'où le terme épibatidine, puisque ça vient de Epidobates, c'est les grenouilles tricolores, agonistes des récepteurs. Voilà. Et donc, elle a un effet paralysant parce qu'en fait, ça peut être contre-intuitif. Comme elle rentre en compétition avec l'acétylcholine, elle peut induire, c'est compliqué ça à comprendre, parce que vous pouvez me dire, mais du coup, ça inhibe, donc je devrais avoir, ça devrait être antagoniste. Agoniste, ça veut dire que ça a la même forme et ça se fixe au même endroit. C'est ça qu'il faut retenir. Mais à la limite, le mot agoniste n'est pas exigible au bac. Donc, ce qu'il faut juste, c'est reprendre le sujet. Si vous avez le même écartement, c'est agoniste. Si vous n'avez pas le même écartement, c'est antagoniste. Bon, en gros, ne léchez pas la grenouille parce que c'est paralysant. Voilà, et c'est toxique. Hop, l'alpha-conotoxine, ça c'est plus connu. Les cônes, c'est ces trucs-là, c'est ces petites bêtes-là que vous avez. Alors, vous n'en avez pas en France, mais l'animal qui est dedans, il a un espèce de petit éperon, là, je crois que je l'ai écrit là. Puissant venin, en fait, il a ouais, un espèce d'éperon et qui contient l'alpha-conotoxine et qui induit une paralysie. C'est comme ça qu'il paralyse, qu'il tue ses proies. Aspect biochimique du fonctionnement d'une synapse à travers l'étude d'une maladie, la myasthénie. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, je vais essayer quand même. Le truc, c'est que zoomer. Ah si, j'avais vu comment je pouvais zoomer. Je crois que j'ai réussi la dernière fois. Tac. J'ai trouvé comment zoomer. Sélectionner. Bon, tant pis. Normalement, c'est ça. Voilà. Alors, structure et fonctionnement. Il existe une structure particulière permettant de relier les différentes cellules du système nerveux, la synapse, ça on a bien compris. Donc ici, paf, on peut zoomer nous-mêmes également, super. Donc là, je suis dans du présynaptique. Je pense que le zoom sera juste actif pour vous, sinon on le fait nous-mêmes. Là, de toute façon, vous voyez la petite main ici. Donc je pense, ok. Donc ici, j'ai mon corps cellulaire, j'ai mon axone, hop, présynaptique, de nouveau une synapse, etc., etc. Donc là, vous voyez un réseau de neurones connectés par une synapse, deux synapses. Dysfonctionnement en cas d'une maladie, la myasthénie. La myasthénie est une affection neuromusculaire caractérisée par une faiblesse et une fatigabilité des muscles. Il s'agit d'une maladie auto-immune, donc c'est mon système immunitaire qui va détruire mes propres cellules, mes propres protéines. Là, ça va être les protéines. Il s'agit d'une maladie auto-immune provoquée par l'action d'anticorps produits par l'individu contre ses propres structures synaptiques. Elle se traduit par l'absence de contraction de certains muscles comme ceux du visage. Chez les individus atteints, le nombre de récepteurs de l'acétylcholine diminue et la structure de la fente synaptique est modifiée. Donc là, vous avez synapse neuronique observée au MEB. Je trouve que, ouais, si on voit les vésicules ici, donc on est bien sur du présynaptique. On voit une zone dense aux électrons, donc possiblement beaucoup de récepteurs aux neuromédiateurs. Et là, l'extrémité postsynaptique, donc qui ne peut être que dendritique. Et puis, c'est ce schéma-là qui est intéressant. Là, vous avez une cellule musculaire, les récepteurs à l'acétylcholine, les vésicules qui contiennent l'acétylcholine, et là, elles sont en train de libérer leur contenu, et vous voyez plein de digitation, autrement dit une grande surface d'échange, donc possiblement une capacité de contraction forte. DOX6 ici, structure synaptique d'un individu sain, on vient de le voir, et d'un individu atteint de myasthénie, et là, vous constatez quoi? Deux choses. Déjà, il n'y a plus les digitations, autrement dit, la surface d'échange est beaucoup moindre. Donc, si j'ai moins de surface d'échange, nécessairement, je vais avoir moins de récepteurs.
à l'acétylcholine, et si j'ai moins de récepteurs, le message que je reçois va induire une plus faible réaction. J'aurai moins d'ions Na+ qui vont passer, et donc possiblement ce sera plus compliqué de passer la valeur seuil pour engendrer un potentiel d'action musculaire. Donc mon muscle, au fur et à mesure du temps, n'arrivera plus à se contracter. Je vais arriver à une paralysie musculaire, et c'est surtout facial dans le cas de la myasthénie, cette maladie auto-immune. Potentiel d'action enregistré au niveau du muscle après des stimulations répétées du motoneurone chez un individu sain, à gauche, chez un individu myasthénique, à droite. Alors là, vous pourriez me dire, il est bizarre le potentiel d'action de l'individu sain. Nous, on voit plutôt des pics qui durent 2 millisecondes, c'est notre cours. Oui, mais il est juste. C'est-à-dire que ça, c'est bien un potentiel d'action musculaire. Il n'a pas exactement la même forme qu'un potentiel d'action qu'on a le long des axones et des dendrites. Donc c'est juste, c'est bien mon potentiel d'action musculaire. Il est plus long que le potentiel d'action d'un neurone. Il dure plus longtemps et il a une forme un petit peu moins en pulse, en pic. Quant à l'individu myasthénique, je constate quoi? Que sur tous les essais là, de stimulation, eh bien, il y en a un certain nombre qui ne passent pas les moins 60 millivolts. Autrement dit, là, je suis sous la valeur seuil, il n'y a pas de potentiel d'action musculaire, il n'y a pas de contraction. Et puis, il y a un certain décalage aussi, c'est-à-dire que le potentiel d'action, il met plus ou moins de temps à se former. Donc ça, c'est juste pour vous faire comprendre que pour avoir un potentiel d'action musculaire, il faut en amont avoir des récepteurs à l'acétylcholine et une belle digitation au niveau de la membrane postsynaptique. Donc, chez l'individu malade, certaines stimulations n'induisent pas une dépolarisation suffisante. C'est ce qu'on voit ici. C'est celles qui sont sous la valeur seuil ici des moins 60 millivolts. Donc, vous voyez que les valeurs seuil, je ne vous en apprends pas, elles dépendent des documents sur lesquels vous travaillez. Là, clairement, la valeur seuil, elle est de moins 60 millivolts. Si je suis inférieure à cette valeur-là, je n'engendre pas de potentiel d'action. Ainsi, lors de stimulation nerveuse répétée, la largeur de la fente compte aussi. Alors, est-ce que l'espace là, ça compte, l'espace intersynaptique? Si vous, la largeur, c'est ce point-là, oui, vous pouvez dire que si j'ai une fente qui fait 5 nanomètres, eh bien la propagation du message nerveux, elle va être quand même beaucoup plus efficace que si elle en fait 40. Donc oui, je suis d'accord. Vous pouvez dire qu'il y a 3 choses. Il y a les digitations, surface moins grande, le nombre de récepteurs à l'acétylcholine. Là, j'en ai 4, alors que là, j'en avais 4 fois 3, 12. Et puis, oui, vous remarquez, c'est une bonne chose à voir. Vous avez raison que l'espace ici, il a augmenté, donc ça met plus de temps à arriver. C'est ce qui peut effectivement expliquer ce décalage. Et peut-être qu'ils vous le mettent là. Lors de stimulation nerveuse répétée, la quantité d'acétylcholine libérée diminue progressivement. C'est l'épuisement présynaptique, un phénomène physiologique. Dans la myasthénie, ce phénomène est amplifié après la diminution du nombre de récepteurs. C'est la fatigabilité myasthénique. Donc, oui, c'est fatigable parce qu'en gros, il faut beaucoup finalement de neurotransmetteurs pour engendrer un potentiel d'action. Je vous rappelle qu'ensuite, ils vont être recyclés par endocytose et aussi par l'acétylcholinestérase, d'où une fatigue du muscle. Alors ça, j'en reparlerai un petit peu en cours lundi parce que ça devient lourd sinon. Il me reste encore 2 diapos. Je vais quand même l'évoquer un petit peu rapidement. Les différents types de synapses, il y a des synapses excitatrices qui induisent un potentiel d'action, musculaire ou neuronique, et inhibitrices. Un neurone est stimulé par 2 types de synapses, une inhibitrice, grand I, et l'autre excitatrice. Donc là, vous avez votre stimulation. Je suis bien en face des extrémités axoniques avec le bouton présynaptique. Je vois les petits ronds qui symbolisent les vésicules qui contiennent des neurotransmetteurs. Le seul au programme que vous ayez à retenir, c'est l'acétylcholine, et on vous dit qu'elle est excitatrice. Autrement dit, quand j'ai un bouton présynaptique ici qui contient de l'acétylcholine, ça va induire un potentiel d'action. C'est-à-dire que le récepteur à l'acétylcholine, dès qu'il reçoit l'acétylcholine, il s'ouvre et il va libérer les ions Na+. Et donc induire une dépolarisation et donc un potentiel d'action. On mesure au point 1 et 2 les signaux émis. Donc là, c'est au point 1, je suis pile dans le corps cellulaire, et point 2, je suis dans le petit cône ici, cette zone-là de l'axone, puisque je vous rappelle que au niveau de mon neurone, j'ai un axone pour plusieurs dendrites. Donc là, possiblement, paf, je vais émettre des potentiels d'action. L'effet post-synaptique mesuré est aussi testé sur différentes synapses possédant chacune un neurotransmetteur spécifique.
Alors, en un, tac, ici, excitatrice, en un, je crée principe d'expérience et enregistrement des signaux, je crée une excitation, paf et je regarde voilà, alors excusez-moi, j'ai mis du temps à comprendre. Donc en un, c'est l'enregistrement en un, en 2, c'est ce que j'observe, OK, ça y est. Donc j'ai du mal à comprendre ce doc là. Ici, je crée une stimulation au niveau de la synapse excitatrice 1, que ici. Je crée une stimulation exclusivement à la synapse excitatrice E. J'enregistre en un, paf, je reconnais des potentiels d'action. En 2, ça ressemble à un potentiel d'action, mais je trouve que l'amplitude n'est pas la même. En fait, en 2, il y a naissance de potentiel d'action, mais ça, cette notion, elle n'est pas à retenir. Donc, vous pouvez dire qu'en gros, ici, quand j'envoie des neuromédiateurs de type excitateur, lesquels l'acétylcholine en est un, le glutamate en est un, l'adrénaline et la dopamine sont aussi excitateurs, sont des neuromédiateurs ou neurotransmetteurs qui entraînent, lorsqu'ils se fixent sur leur récepteur spécifique, une entrée d'ion Na+. La sérotonine est aussi excitatrice. Ensuite, en I, ici, au niveau de cette synapse-là, je vais créer une stimulation, j'envoie un message nerveux et cette fois-ci, j'envoie pas de l'acétylcholine, mais j'envoie du GABA ou de la glycine. Et le GABA et la glycine, quand ils sont libérés, je constate que ça engendre pile juste à côté au niveau du corps cellulaire, non pas une dépolarisation, mais une hyperpolarisation. J'en déduis quoi? Qu'ici, mon récepteur au GABA, par exemple, lorsqu'il reçoit le GABA, va ouvrir des vannes qui ne sont pas les Na+, mais plutôt les K+. Donc là, cette fois-ci, je vais aller encore plus vers le potentiel d'équilibre du ion K+. Je ne suis pas dans une transmission d'un message nerveux, au contraire, j'inhibe tout puisque je me rapproche encore plus du potentiel d'équilibre d'ion K+, donc je vais vers un potentiel de repos énorme. Autrement dit, ici, si jamais j'ai une synapse inhibitrice qui envoie un message nerveux à ce neurone-là, eh bien, je vais entraîner une hyperpolarisation, donc l'absence de message nerveux, et un peu plus loin, évidemment, j'aurai rien du tout. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, donc je viens de comprendre qu'un neurone avait plusieurs afférences, recevait plusieurs informations, parfois que de E, parfois que de I, mais imaginons que le neurone excitateur de ce neurone jaune et le neurone inhibiteur de ce neurone jaune, au même moment, envoient une information. Qui gagne? Ça dépend. Alors là, sur votre enregistrement, si vous observez, si j'envoie une information par la synapse inhibitrice et par la synapse excitatrice, j'observe un tout petit peu, une petite dépolarisation. Mais est-ce que cette dépolarisation est suffisante pour engendrer le potentiel d'action ici? Tac, eh bien non. Autrement dit, là, j'ai une sommation de la synapse inhibitrice et excitatrice qui entraîne une toute petite dépolarisation, mais pas suffisante pour ici engendrer les potentiels d'action que je mesure ici. Donc, conclusion, un neurone reçoit plusieurs synapses en même temps. Certaines sont inhibitrices, certaines sont excitatrices. La somme de toutes ces synapses peut engendrer ou non une réponse au niveau de l'axone, potentiel d'action ou pas. Je crois que je vous l'avais mis ici. OK. Donc ça, c'est une autre façon de parler de l'intégration et on aura terminé. On vous dit, lors du réflexe myotatique, différentes synapses sont mises en jeu permettant un fonctionnement coordonné des différents acteurs impliqués. On analyse les potentiels de membrane correspondant à divers éléments du circuit de ce réflexe, le neurone sensitif, le motoneurone extenseur, l'interneurone. Alors, j'ai juste, attention, on est dans le H7 premier S, l'interneurone n'est plus au programme. OK. Et le motoneurone fléchisseur. Ah oui, on a vu qu'on avait des muscles antagonistes, l'extenseur et le fléchisseur. Les deux ne peuvent pas se contracter en même temps. Si bien que quand votre fléchisseur se contracte suite à un réflexe myotatique, nécessairement l'extenseur est en repos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la synapse qui va venir exciter le motoneurone de l'extenseur sera forcément une synapse inhibitrice. Pour mesurer l'intégration de plusieurs signaux au niveau du corps cellulaire, on effectue 2 stimulations infraliminaires, donc sous la valeur seuil, successives et simultanées. On reproduit ensuite l'expérience en diminuant le délai entre ces 2 stimulations. On excite ensuite des dendrites simultanément. Intégration en fonction d'un neurone consistant à recueillir blablabla, les informations spatio-temporelles pour permettre l'élaboration.
Alors, je passe juste ici. Donc, je zoome un tout petit peu. Voilà, voilà. Enregistrement intracellulaire des réponses de divers éléments du circuit du réflexe myotatique. Donc là, je reconnais, hop, la moelle épinière, le dos avec, là c'est dommage, ils ne l'ont pas dessiné, mais le ganglion spinal, le ganglion rachidien, côté dorsal avec le corps cellulaire du neurone sensitif. Ensuite, la substance grise qui contient les corps cellulaires des neurones moteurs. Et je vois quoi? Alors, en bleu, neurone sensitif, réflexe myotatique, il est logique que le long de cette fibre nerveuse, j'ai un potentiel d'action, un message vient d'être engendré. Ensuite, en rouge, motoneurone extenseur. Je constate quoi? Qu'au niveau du corps cellulaire du motoneurone extenseur, il y a un début de dépolarisation. Autrement dit, possiblement, on va pouvoir avoir on est en face d'une synapse excitatrice puisque je dépolarise. L'interneurone qui n'est pas au programme, je constate qu'il y a aussi une dépolarisation. C'est bien aussi une synapse excitatrice. Et en toute logique ici, la synapse au niveau du motoneurone fléchisseur, je constate quoi? Une hyperpolarisation. Donc ça, c'est un exemple de synapse inhibitrice. Donc là, vous avez l'enregistrement des potentiels de membrane au niveau du corps cellulaire d'un neurone. Tac, potentiel de membrane. Je constate quoi? Stimulus infraliminaire sous la valeur seuil. J'ai un début de dépolarisation, c'est bien une excitation, mais je n'engendrerai pas de potentiel d'action. Hop, de nouveau dépolarisation, je suis bien en face d'une synapse excitatrice, mais pas de potentiel d'action. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que si je fais deux petites infraliminaires, mais rapprochées, je vais les sommer, et là, hop, j'engendre un potentiel d'action. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une sommation temporelle. Si deux petites stimulations ont lieu en même temps, elles vont pouvoir engendrer un potentiel d'action, alors que, éloignées dans le temps, elles n'engendraient rien. Et la sommation spatiale, elle est là. Je peux avoir deux synapses excitatrices qui, chacune, n'engendre petite dépolarisation, mais quand vous cumulez les deux à un instant T, au même moment, elles amènent une dépolarisation, alors, paf, je passe la valeur seuil des 55 millivolts et j'engendre un potentiel d'action. Si on stimule deux muscles antagonistes simultanément, eh ben, il y en a un des deux qui gagne. Vous ne pouvez pas avoir la contraction et de votre jambier et de votre solaire. C'est pas possible. Et ça s'explique par l'existence de l'interneurone qui est hors programme. En fait, l'interneurone, je peux vous l'expliquer, mais si vous ne comprenez pas, ne vous prenez pas la tête parce qu'on ne vous ennuiera pas là-dessus. Imaginez que ça, c'est le sensitif de l'extenseur. Ça, c'est le sensitif de l'extenseur. D'accord? Eh bien, ce sensitif de l'extenseur, qu'est-ce qu'il fait? Paf, ici, il fait une excitation du motoneurone de l'extenseur. Donc, le réflexe myotatique, contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement, j'étire l'extenseur, en réponse, il se contracte. Mais nécessairement, je vais aussi relâcher le fléchisseur. Et donc, en fait, le neurone sensitif de l'extenseur, ici, il passe par un interneurone inhibiteur. Cet interneurone-là, c'est une synapse excitatrice, mais là, c'est une synapse inhibitrice. L'interneurone, il va induire en fait le relâchement total du motoneurone fléchisseur par l'émission de neuromédiateurs inhibiteurs tels que le GABA, par exemple. Hors programme GABA inhibiteur. Ce document-là, vous l'avez mis une année, un sujet est tombé, un sujet 2-2 en neuro sur inhibitrice, excitatrice, mais tout était dans les documents. Ça, c'est juste pour vous montrer les sommations spatiales et temporelles. Vous avez une stimulation en 1 sur l'axone jaune et une stimulation sur l'axone rose. Vous avez votre corps cellulaire, donc j'espère juste que vous avez compris ce que ça signifie un système intégrateur. Il reçoit de l'info de plusieurs neurones en même temps ou d'un même, mais avec un cumul un cumul temporel, pardon, une sommation temporelle. Donc, schéma des enregistrements obtenus en R1. R1, c'est là, tac, juste à côté de la synapse jaune. Ensuite, un enregistrement en alors, R1, en S1, c'est la stimulation, et en non, S1, pardon, c'est ici, et un enregistrement en A. Voilà,
c'est plus clair comme ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez je vais juste dézoomer parce que finalement là, le zoom sert à rien. Stimulation d'intensité 3. Ici, je fais une stimulation d'intensité 3. En R1, qu'est-ce que je constate? Tac, une dépolarisation. J'en déduis qu'ici, je suis face à une synapse excitatrice. En S1, je vois une toute petite dépolarisation, mais je ne vais pas avoir de potentiel d'action. Donc en A, je constate rien. Autrement dit, cet axone-là, suite à cette stimulation de faible intensité, n'engendre aucune réponse comportementale. Donc là, pas de transmission du message nerveux électrique. Stimulation d'intensité 9Na, et là, qu'est-ce que j'obtiens? En R1, une dépolarisation. En S1, hop, une dépolarisation aussi, mais ça ne ressemble pas à un potentiel d'action. Et là, j'ai zéro potentiel d'action. Bravo. Ensuite, description des variations. Donc, légère dépolarisation, mais pas suffisante pour avoir un potentiel d'action. Deux stimulations cette fois-ci, chacune de 9 Na. Donc là, c'est une sommation temporelle. Dans le temps, on les rapproche, elles sont très très peu espacées dans le temps. Et là, vous voyez que tac, tac, j'ai mes deux